7h35, faut-il interdire la burqa en Suisse aussi? Débat qui se cantonnait jusqu'ici à la société dite civile et politique aussi évidemment, est en train de gagner les églises, qu'elles soient d'ailleurs catholiques ou protestantes. Dernière prise de parole en date, c'était en début de semaine, celle du président de la Fédération des églises protestantes de Suisse, Gottfried Löscher, qui, à titre personnel, c'est important de le préciser, se prononce pour une interdiction de dissimulation du visage en Suisse qui comprendrait burqa et niqab. Alors dans le fond, cette interdiction du voile intégral est-il un problème religieux ou un problème idéologique? Le plaisir pour en parler d'accueillir une femme pasteur. Bonjour Lynn Desprats. Bonjour. Merci d'être avec nous ici à Lausanne jusqu'à 8h. Vous êtes membre du conseil synodal de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. C'est le gouvernement de l'Église, l'exécutif. Alors on reprend les propos de Gottfried Löscher, vous les avez entendus et vus. Il soutient une interdiction de dissimulation du visage en Suisse qui comprendrait le voile islamique. Chacun doit montrer son visage en public, dit-il. Celui qui ne montre pas son visage cache l'essentiel de son identité. Bon, est-ce que vous partagez ces propos ? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans le visage se joue une large part de notre identité. Et comme on le dit parfois, le visage, c'est le lieu éthique à partir duquel on entre en relation. Donc, effectivement, il y a une importance et culturellement chez nous, c'est déterminant de montrer son visage en public. La question maintenant, c'est de savoir pourquoi on dit cela. Et si on stigmatise la burqa à cet endroit ou le niqab ou autre, je crois que la question fondamentale qu'on doit se poser, c'est dans le fond, la burqa, c'est un symbole de quoi ? Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la burqa en soi, ça n'est pas un sujet. D'une part, parce que c'est minoritaire dans l'islam, complètement confidentiel en Suisse. Et puis la burqa, on doit savoir si c'est une question pour nous d'ordre sécuritaire. Et alors, il faut se poser la question de quelles sont les conditions pour bien vivre en communauté, en Suisse, dans l'espace public. Qu'est-ce qui met en danger notre vie dans l'espace public? Et alors, bien sûr qu'on peut évoquer la burqa, mais il y a d'autres choses à évoquer. Il faut se demander si la burqa pose la question de l'intégration de l'islam. Mais là, je vous rappelle juste que l'islam tel qu'il est vécu en Suisse ne connaît pas le port de la burqa de manière très largement majoritaire. Sur les 5% de musulmans, une bonne part, ce sont des convertis, des Suisses convertis, et puis toute une partie de la population qui vient des Balkans. À ce niveau-là, il n'y a pas de port de la burqa. Ou alors, il faut se demander si la burqa fait partie des symboles religieux. Et alors, on doit se poser la question du voile aussi, tout simplement, qui cache les cheveux mais pas le visage, et du voile islamique mais des voiles chrétiens, puisqu'il y a des communautés qui portent des voiles. On peut se poser la question d'une croix huguenote telle que je la porte au cou, de tous les symboles. Elle est petite. Hein. Elle est petite. Oui, alors, la taille du symbole, ce sera peut-être quelque chose dont il faudra tenir compte. Mais la burqa comme telle n'est pas un sujet en soi. Mais alors c'est très intéressant ce que vous dites. La burqa en soi n'est pas un sujet. Le sujet, c'est ce qu'on en fait ou comment on la comprend ou comment on la reçoit. Alors vous avez dit, je crois dans l'ordre, sécuritaire, intégrationnel ou religieux. C'est quoi pour vous au fond? Comment vous comprenez le débat autour de la burqa ensuite? On est plutôt en train d'en faire quelque chose de religieux? Alors moi j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui deux axes. Clairement, il y a la question de l'intégration de l'islam qui se pose pour certains, avec beaucoup de méconnaissance, beaucoup de peur. Alors je pense que le débat, il doit avoir lieu. Mais si vous voulez bien, aujourd'hui chez nous, on est tout à fait au clair du fait qu'il faut parler des christianismes. Il y a les protestants, il y a les catholiques, les évangéliques, les orthodoxes. C'est facile de se rendre compte qu'il y a plusieurs familles qui sont toutes chrétiennes. On a beaucoup plus de peine à comprendre qu'il y a des familles musulmanes et qu'on ne peut plus parler de l'islam comme tel. On connaît très peu l'islam et évidemment que c'est l'islam le plus lointain qui nous fait le plus peur, c'est pas celui que l'on côtoie tous les jours. Oui. Donc je pense que pour une large part, il y a effectivement la question de l'intégration de l'islam. Et puis ici ou là, avec des discours laïcistes où le mot laïcité est parfois un peu perverti, il y a probablement aussi la question des symboles religieux. Oui, que le président de la Fédération des églises protestantes de Suisse, certes à titre personnel, prenne position comme ça, c'est juste, vous ne lui auriez pas conseillé de le faire? Enfin, qu'est-ce que vous pensez de cette prise de position-là? Il m'a rien demandé, donc je lui ai rien conseillé, on va dire ça comme ça. J'imagine que vous avez des contacts avec lui. J'ai des contacts avec lui, bien sûr. C'est-à-dire que dès l'instant où on se dit que la burqa, elle a affaire à du religieux au sens large du terme, moi je pense effectivement que les dirigeants d'église ou que toute personne engagée peut se sentir interpellée et envie de dire quelque chose. Maintenant, il faut savoir ce qu'on dit et quel est le terrain sur lequel on se place. Et je pense que de la part de M. Löscher, c'est pas toujours très clair, à la fois à titre personnel, mais comme président de la Fédération des églises protestantes de Suisse, on ne sait pas très bien qui il engage. Et puis
dans tout ce qu'il a dit, dans le fond, moi, je ne suis pas sûre de savoir où il place le débat sur l'islam. Il parle beaucoup de l'importance d'être à visage découvert dans les espaces publics, mais est-ce qu'il en fait un motif religieux? Est-ce qu'il en fait un motif sécuritaire? Juste un motif de vivre ensemble? On ne peut pas faire abstraction de la question religieuse. On ne peut pas faire abstraction de la question religieuse. Il parle de ne pas dissimuler son visage. Et ça, c'est clair, vous êtes d'accord avec lui, c'est une question d'identité. Mais au fond, en filigrane, il y a évidemment la question religieuse. Il faudrait qu'il précise ses propos, c'est ce que vous lui demandez. Je pense qu'il faudrait aller plus loin dans le propos et que c'est trop court de juste parler du visage dans l'espace public, effectivement. Il est normal que les églises se saisissent de la question, ça c'est ce que vous nous dites, Lynn Desprats, après les politiques. Dès l'instant où le religieux est convoqué dans le débat, il me paraît évident que les églises ne vont pas se taire. Reconnaître qu'elle est définitivement du ressort religieux, est-ce que c'est pas, aussi du ressort religieux, est-ce que c'est pas aussi renforcer la stigmatisation de la religion dont il s'agit, à savoir l'islam? On parlait d'intégration, il n'y a pas aussi un risque de stigmatisation, sauf erreur, c'était Martine Braunschweig-Graf, la présidente de la Commission fédérale contre le racisme, qui disait hier ou avant-hier dans une interview dans la presse, cette initiative anti-burqa de la droite dure est un prétexte pour s'attaquer à l'islam. Est-ce que vous partagez ces propos-là pour le coup? Alors c'est assurément un prétexte pour s'attaquer à l'islam ou à autre chose, mais c'est effectivement un prétexte. C'est ce que je disais, c'est pas un sujet en soi. Et puis, alors la stigmatisation, est-ce que c'est sur l'islam? Est-ce que c'est plus largement sur la place du religieux dans la société? Je trouve que c'est difficile de le dire. Ce qui est sûr, si on reprend le récent sondage qui est sorti dans la presse dominicale, où on nous dit que 71% des Suisses s'affichent contre le port de la burqa, c'est cette question-là précisément qui a été posée, celle de la burqa et pas du tout de dissimulation du visage, si je suis bien informée. La burqa, elle concerne tellement personne chez nous que c'est évidemment très facile d'être tous contre. Jamais on va se dire que ça pourrait toucher mon identité propre. Si on avait dit le port du voile, je pense que les résultats auraient été nettement plus nuancés. Si on avait parlé de symboles religieux, ça aurait été encore plus nuancé. Et si on avait parlé tout simplement de code vestimentaire, parce qu'on peut dire aussi que la burqa est un code vestimentaire qui s'apparente à l'islam, mais qui n'est pas propre à l'islam, on aurait encore eu d'autres résultats. Donc effectivement, en tout cas, de poser la question sur la burqa, ça stigmatise. Et ça stigmatise des gens dont on se sent tellement éloigné qu'on n'a aucune peine à pouvoir dire que c'est pas bien. Oui, vous expliquez très bien peut-être ce réflexe des Suisses qui visiblement, selon son sondage, serait 70% à rejeter ça. L'argument féministe, est-ce qu'il vous touche? Vous êtes femme pasteur. Le principe qu'on contraigne des femmes à porter une burqa, un niqab, ou qu'elles se contraignent elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas le choix au fond, est-ce que c'est un argument qui porte? Est-ce que ça vous touche personnellement comme femme? Alors bien sûr que comme femme, je suis touchée et puis que je m'interroge et que je m'insurge quand un code vestimentaire est imposé. Maintenant, qu'est-ce qui est imposé, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est aussi ça la question. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir entendre des femmes qui portent la burqa et savoir pourquoi elles le portent. Je trouve qu'ici, on est souvent bien pensant, on vient avec notre arrière-fond culturel et on part du principe que c'est une humiliation, que c'est une prison sur pattes, a-t-on entendu? Peut-être, mais j'aimerais juste qu'on puisse étayer ces propos en ayant le témoignage de personnes qui le vivent de l'intérieur, et ça manque cruellement aujourd'hui. Ça n'est peut-être pas forcément une humiliation. On a entendu, il me semble, peut-être en France, des femmes dire non, c'est un choix personnel, je le fais. Mais au fond, qu'est-ce qui est un choix subi et qu'est-ce qui est une humiliation forcée? La ligne est très très fine, là. Comment le savoir? La ligne est complètement ténue, mais je pense qu'une des meilleures manières de le savoir, c'est quand même d'entendre d'abord ces femmes, d'entendre des hommes qui sont musulmans, qui défendent ou qui ne défendent pas le port de la burqa, et puis essayer de se forger une opinion. Mais quand nous, on assène nos propres critères et notre propre compréhension sur un phénomène qui n'est pas de notre culture, on joue aussi un peu avec le feu, je pense. A priori, l'interdiction, puisque c'est sur ça qu'on va devoir voter, l'interdiction, qu'en pensez-vous? On peut débattre, mais interdire purement et simplement Alors je pense que de la même manière qu'on peut s'interroger et regretter que des pays force un code vestimentaire pour rentrer chez eux, repenser à l'Iran et au voile de Micheline Calmiret, moi j'interroge vraiment la légitimité d'interdire. Oui, ça veut dire que vous êtes opposé à l'interdiction. Je pourrais dire que je suis opposée à la burqa et à l'interdiction. Oui. Alors que vous êtes comme Elisabeth Badinter, alors, qui était sur nos ondes à Forum l'autre soir, qui comprend l'interdiction du burkini. Là, c'est encore c'est encore autre chose sur les plages, après les attentats qui ont endeuillé Nice. Mais il n'est pas question pour elle de légiférer sur la question. C'est très fin, hein, mais vous êtes assez sur cette ligne-là, si je résume. Mais c'est très fin, oui. Et puis, moi, je veux bien qu'on interdise. Mais alors, si on interdit de manière préventive, c'est qu'on estime que la burqa est en danger. Il faut dire en quoi c'est un danger et vérifier que l'interdiction est la bonne réponse à ce danger-là.
Et par rapport à ça, les discours sont relativement faibles aujourd'hui. Qu'est-ce que ça dit de notre société, du climat de notre société d'aujourd'hui, 2016, en Suisse, qu'on discute Bon, alors il y a évidemment des sujets sur lesquels on va devoir voter qui nous forcent à pousser, qui nous poussent à la discussion, mais est-ce que ça veut dire que le climat se tend, se pourrit un peu, est moins bon? Qu'est-ce que ça dit du climat, qu'on discute de ça comme ça, à cette antenne, un matin comme ça? Mais ça dit surtout qu'on est dans une période où la Suisse est pays d'accueil, que l'Europe est un endroit où les gens bougent, que le monde est devenu plus petit, que l'on va d'un endroit à l'autre, que l'on se connaît de plus en plus. Et en même temps, on se méconnaît grandement et on ne prend pas le temps de savoir quand des personnes viennent vivre chez nous, par exemple, non seulement ce avec quoi elles viennent, ce qu'elles peuvent nous apporter, en quoi nos racines sont touchées ou ne le sont pas, et comment on peut entrer en dialogue. Donc effectivement, il y a crispation des fronts avec la peur que notre identité profonde soit touchée. On le dit souvent, enfin moi je l'entends, j'ai encore peu entendu ce que c'était que l'identité profonde. On dit que les valeurs de la Suisse seraient menacées, mais lesquelles de valeurs? Peut-être pas celles de l'accueil. Peut-être pas celle de l'accueil. Et il y a la question quand même de la liberté religieuse. En général, les églises défendent ce sacro-saint principe de la liberté religieuse sur notre territoire. Est-ce qu'elle peut avoir des limites, cette liberté religieuse, Lynn Desprats? Mais par rapport à la burqa, la question c'est de savoir si vraiment la burqa est un symbole religieux ou un code vestimentaire culturel lié certes à l'islam, mais on peut parler d'islam sans parler de burqa. Oui. On ne peut pas parler de burqa sans parler d'islam. Oui. Mais l'inverse est tout à fait possible. Vous avez raison de retourner le problème comme ça. Nous avons un commentaire dans Le Temps ce matin, Valérie Drousse, sur le burkini. Donc c'est ce maillot de bain intégral, mais on voit le visage avec un burkini. L'associer au terrorisme est un crime culturel? C'est une opinion de la journaliste Joëlle Koons qui le dit d'emblée. Le burkini ne mérite pas les accusations portées contre lui. Loin d'être une régression, il permet à des femmes de participer au sport et aux loisirs modernes avec un vêtement adapté. Mieux, il est le signe d'une volonté d'intégration, d'acceptation et d'égalité dans la société contemporaine de la part de femmes attachées par ailleurs à leur environnement familial et social qui lui est plutôt conservateur, ou quand la joie du sport triomphe de la sévérité de la religion. Car les hommes n'ont pas d'argument contre ce burkini, mais c'est pourtant ce moment, dénonce la journaliste, que choisissent des élus français pour associer le burkini au terrorisme intégriste, renvoyant les baigneuses musulmanes aux prisons d'un islam dont elles tentent pourtant de s'échapper. Et en cela, plus qu'une erreur, c'est un crime culturel. Joëlle Koons, la journaliste, en l'occurrence, il faut la citer, elle va assez loin dans son analyse. Crime culturel, elle dit qu'au fond, le burkini est un signe d'une volonté d'intégration. Lynn Desprats, que répondez-vous à Joëlle Koons, en l'occurrence, dans Le Temps de ce matin? Alors, ce qui me paraît évident, c'est que les femmes qui aujourd'hui sont sur des plages ou dans des piscines avec un burkini, on ne les y verrait pas si elles n'avaient pas la possibilité de le porter. Donc, effectivement, pour elles, c'est une manière de pouvoir s'afficher dans l'espace public comme d'autres femmes le font. Je pense qu'effectivement, j'ai juste retenu le mot terrorisme. Alors, imaginez burkini et le coller au mot terrorisme, là, je pense qu'il y a une imposture majeure, il faut le dire. Et puis pour le reste, je serais peut-être quand même un tout petit peu plus nuancée que Joëlle Koons. Je trouve qu'il faudrait reprendre le débat. Mais effectivement, sans burkini, ces femmes, on ne les verrait pas dans l'espace public. Mais vous, à titre personnel encore, une fois, quand vous voyez, ça vous est peut-être arrivé dans une piscine, des femmes en burkini au bord d'une plage, qui sait. Est-ce que ça vous offense? Est-ce que ça vous agresse? Est-ce que ça vous interroge? Ou est-ce que ça vous laisse tout à fait froide et ne suscite aucune réaction de votre part? Non, autant alors à titre personnel, comme dans la rue, les rares fois que j'ai croisé des personnes en burqa ici, ça me fait un effet bizarre, ça me gêne. Autant le burkini, non, pas du tout. Voilà, c'est une façon de répondre au problème assez clair. Si c'est religieux, c'est encore une question qu'on a posée avec vous de manière très claire. Comment définir la place d'une religion? On a un projet caressé par le nouveau président du PDC suisse, Gerhard Pfister, une loi qui pourrait constituer un contre-projet à l'initiative anti-burqa, qui définirait quelles pratiques sont admises au nom d'une religion et lesquelles ne le sont pas. Vaux est assez pionnier en la matière, puisqu'il a défini depuis une dizaine d'années, je crois, quelle religion est d'utilité publique. Est-ce qu'il faut aller dans cette direction-là en Suisse, Lynn Desprats?
Alors, je pense qu'effectivement, le canton de Vaud est précurseur depuis 2003 et je pense que c'est une bonne chose. Le canton de Vaud qui a donc dans sa constitution inscrit le principe de la dimension spirituelle de l'être humain qui est reconnu, avec 2 églises qui sont reconnues de droit public, les catholiques, les réformés, la communauté israélite qui de fait est reconnue d'utilité et d'intérêt public et d'autres communautés qui peuvent faire le pas. Et je pense que c'est un excellent moyen de souligner pour les autres communautés et pour toute communauté au final l'enjeu de l'intégration, puisque c'est quelque chose dont on parle en marge du débat sur la burqa. Effectivement, on peut se dire que c'est l'État qui veut légiférer dans la religion. Dans le canton de Vaud, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est l'État qui donne les balises et qui donne le cadre dans lequel une religion peut se développer. Et ce que l'État ou la collectivité peut attendre d'une religion. Par exemple, les 12 à 14 aumôneries que les catholiques et les réformés font dans toutes sortes de domaines, qu'ils font sans prosélytisme mais au service de tous. La question se pose de savoir si une communauté est reconnue, est-ce qu'on pourrait lui demander d'agir dans le même esprit, donc sans prosélytisme au service de tous, dans les prisons et dans les hôpitaux. Oui. Donc non seulement on donne un cadre, mais on dit aussi de quelle manière une communauté peut déployer sa croyance. Et ça, public. Je pense que c'est très intéressant. C'est l'utilité publique que vous définissez là. C'est l'utilité publique et c'est le dialogue à la fois écuménique et interreligieux qui est ensemble et qui nous force à discuter et à confronter nos points de vue et potentiellement nos divergences. Que devrait faire l'islam, en l'occurrence dans le canton de Vaud, pour être reconnu, pour sauter le pas, comme vous l'avez dit? Quels seraient les gages à donner? Alors, il y a toute une série de gages qui sont à donner, qui sont les mêmes pour chaque communauté. Parmi ceux qu'on a évoqués parfois, c'est la question de la formation des imams, pouvoir assurer un certain niveau de formation. C'est la transparence financière. Et puis, je dirais aussi, c'est la liberté pour tout fidèle d'entrer dans une communauté, mais aussi de pouvoir en sortir. Alors, on parle des mosquées. Tiens, le temps, toujours lui, s'intéresse à la gestion des mosquées, Valérie. Oui, et ça toujours en lien avec la mosquée lausannoise du quartier de Prélat, qui avait vu une partie de ses fidèles prier dans la rue, faute de place. Alors, interview ce matin de l'un des imams du lieu, Shaibi El Adnani, accompagné pour l'occasion de Pascal Gemperli, président de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Alors, la mosquée va dorénavant être gérée par un groupe de 10 personnes, car, dit Pascal Gemperli, dans ce cas, on a constaté les limites de l'autogestion d'une mosquée. Il est essentiel, explique l'imam aussi, de s'ouvrir sur le quartier et de renouer également des liens avec l'église qui est juste à côté. Pour éviter toute radicalisation d'un des fidèles, travailler en réseau avec les parents, les écoles, les autorités et les travailleurs sociaux. Et enfin, employer des gens compétents. Vous le disiez, l'INDEPRA, Pascal Gemperli dit la même chose. Il déplore, lui, que la Suisse n'ait pas de formation pour les imams. Oui, là vous êtes sur la même ligne. Cette affaire de la mosquée lausannoise de Prélat, vous l'avez forcément suivi, l'INDEPRA, des gens forcés disent-ils, de prier dans la rue. Ça vous a choqué? Ça vous a interpellé? Mais écoutez, s'ils sont trop nombreux pour être tous contenus à l'intérieur d'une mosquée, tant mieux pour eux, j'ai envie de dire. Non, mais c'est force aussi d'une vitalité. Et puis ça montre, je pense, l'importance de la prière pour les musulmans et de la prière commune. Ce qu'on a relativement perdu chez nous, en tout cas comme réformés, où la foi est très intime et très individuelle. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça pour les protestants. Ça a toujours été comme ça pour les protestants. Si on caricature. Mais on a perdu ce sens quand même de la communauté. Ça, je pense que c'est quelque chose que l'on perd petit à petit avec une société qui, au niveau religieux, mais de manière bien plus large, s'individualise quand même toujours plus et où le besoin, le bien-être personnel prime sur le bien-être collectif. Ah, il y aurait quelque chose à s'inspirer de l'islam en l'occurrence là. Ouais. Et là, je trouve que la force de la prière communautaire, c'est quelque chose que l'islam manifeste. Alors évidemment que c'est pas dans les termes qui sont les nôtres et que c'est pas dans les gestes qui sont les nôtres et que sur l'espace public, ça pose question et ça heurte certains. Mais ça dit au moins cette force-là. Sur la mosquée qui sera dorénavant gérée par un groupe de 10 personnes, parce que l'autogestion a ses limites, ça va dans la bonne direction, ça? Alors l'autogestion a ses limites. Est-ce que l'autogestion, c'était vraiment une seule personne qui essayait de tout faire? Est-ce qu'à 10, ils arriveront mieux à contenir des possibles débordements? Ça, c'est à voir. Ce qui est sûr, c'est qu'une cogestion à 10, ou la gestion d'un lieu par 10 personnes, c'est mettre 10 intelligences ensemble, 10 sensibilités ensemble, et c'est déjà forcer un dialogue à l'intérieur de la communauté. Et ça ne peut être que bénéfique, parce que la communauté aura à se positionner en tant que communauté pour savoir si oui ou non ils sont prêts à prier dehors quand il y a trop de monde à l'intérieur. Vous avez des contacts avec ces mosquées-là, du côté du conseil synodal? Alors nous avons eu des contacts par le biais de l'Arzilier, qui est une association de dialogue interreligieux qui existe depuis une vingtaine d'années sur Lausanne. Et c'est dans ce cadre-là que le dialogue avec la communauté musulmane se fait. Et puis quelques dialogues aussi directement avec l'UVAM et Pascal Gemperli. Et ce contact est bon? Le dialogue a lieu?
Oui, le dialogue a lieu. C'est un bon dialogue. On va parler crise migratoire et Europe maintenant. Le Tagesanzeiger, Esther Coco, évalue les conséquences d'une bonne action. Oui, car il y a un an, jour pour jour, Angela Merkel a prononcé son fameux « Wir schaffen das », en français « Nous y arriverons ». Parole historique qui a précédé l'ouverture des frontières de l'Allemagne aux réfugiés arrivés en masse en Hongrie et en Autriche. Le Tagesanzeiger célèbre cet anniversaire du 31 août 2015 avec une pleine page qui revient sur le contexte et les conséquences de ce geste de la chancelière allemande. Ce n'était pas une pure posture morale ou émotionnelle. La chancelière était sous la pression du président hongrois Viktor Orban qui voulait l'entraîner dans une logique d'escalade. Et puis l'Allemagne était entre le marteau et l'enclume, aussi peu préparée à la vague migratoire qui allait suivre qu'à une fermeture de ses frontières. Angela Merkel était persuadée que l'envoi de la police allemande aux frontières pour renvoyer les réfugiés à coups de matraques et de gaz lacrymogènes causerait un dommage irréparable à l'image de son pays. Elle a donc choisi le chaos de l'accueil plutôt que le chaos de la fermeture. Ça vous a inspiré ce qu'a fait Madame Merkel, Lynn Desprats? Wir schaffen das, c'est une expression qui restera dans l'histoire, évidemment. Ça a été profondément courageux, je trouve, et puis ça a été un élan du cœur dont on a trop peu l'habitude en politique. Alors bien sûr qu'on ne peut pas imaginer en un pays, en 10 pays, régler toute la question des flux migratoires, mais je pense que l'essentiel n'était pas là. L'essentiel était de dire il y a des populations qui meurent de manière dramatique. On peut faire largement plus que ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, je trouve que c'était un élan. Je me souviens de ces images dans les gares où la population se déplaçait pour apporter qui une peluche, qui un verre d'eau, qui une couverture. Ça a suscité un élan solidaire tout à fait magnifique. Et ça, moi, c'est quand même quelque chose que je garde. Et vous auriez espéré ça en Suisse aussi, Wir schaffen das Alors on peut se mettre à rêver, mais oui, mais bien sûr. Quand on regarde le nombre, le compte-gouttes et toutes les expressions de baignoire et de robinet à fermer totalement injustes et méprisantes, oui, j'aurais aimé une plus grande ouverture qui ne soit pas du déni de la réalité, qui ne soit pas donner l'impression qu'on peut tout et qu'on peut sauver le monde, mais juste prendre à notre mesure notre part dans un drame humain qui nous dépasse mais qui nous rejoint. Vous regardez ce qui se passe à Chiasso, Côme, enfin ce sont deux villes contiguës. On dit que les douaniers n'ont pas le temps de véritablement analyser le cas par cas, alors qu'ils refoulent les gens vers le sud. C'est difficile de savoir ce qui s'y passe véritablement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des camps du côté sud. Est-ce que là, la Suisse devrait être un peu plus fluide, un peu plus tolérante, entre guillemets? Il y a des camps du côté sud et il y a d'énormes souffrances du côté sud, à la fois pour les personnes qui n'arrivent plus à accueillir, qui ont fait plus que leur part, et à la fois pour des personnes qui sentent très bien qu'elles ne sont les bienvenues nulle part. Donc par rapport à ça, je trouve que de manière humanitaire et éthique, on a un certain nombre de questions à se reposer. Oui, autrement dit, ouvrons un peu plus nos portes, quoi. C'est le message personnel peut-être que vous offrez ce matin. Bon, nous avons un conseiller national UDC qui est sous enquête pénale pour complicité d'enlèvement d'enfants. Esther, résumez-nous l'affaire. Alors, l'UDC schwitzois Pirmin Schwander est soupçonné d'avoir versé plusieurs milliers de francs à une mère qui s'est enfuie avec sa fille à l'étranger. Cette mère n'avait pas ramené son enfant dans le foyer de Bienne où les autorités de protection l'avaient placé. La mère a trouvé refuge d'abord en Espagne, puis son périple l'a amenée en Italie et en France où elle a finalement été arrêtée. Son avocat et sa secrétaire, complices eux aussi de l'enlèvement, estiment que cette maman était une victime des autorités. À leurs yeux, ils ont fait un geste d'humanité. Alors pour sa part, Pirmin Schwander refuse pour l'heure de s'exprimer sur cette affaire, lui qui est considéré comme une des voix les plus critiques au Parlement contre les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. Mais selon le Tagesanzeiger qui révèle cette affaire, le Conseil national UDC ne devrait pas pouvoir se prévaloir de son immunité parlementaire pour échapper aux poursuites. Oui, j'ai vu que vous étiez aussi membre du Clinical Pastoral Training. Vous aidez aussi les cas d'urgence psychologique. Alors on s'est dit que cette histoire d'enfant, ça pouvait aussi vous interpeller. Est-ce que la protection de l'adulte et de l'enfant va parfois trop loin, Lynn Desprats? Ce sera la dernière question. La protection d'un enfant ne va jamais trop loin. Non, ça je crois alors clairement qu'il faut le dire. La protection d'un enfant, d'un mineur ne va jamais trop loin. La protection d'un adulte, je ne sais pas à quel cas vous pensez, mais c'est vrai que dans le cadre, alors c'est pas le CPT qui est une formation, mais de l'équipe de soutien d'urgence en lien avec la police cantonale, on rencontre un certain nombre d'atrocités. Des enfants maltraités pour X raisons, ce ne sont pas forcément des enfants battus, mais maltraités psychologiquement, des enfants
systématiquement dénigrés. Ils n'ont clairement pas les moyens de se défendre seuls. Ils ont clairement, à cet âge-là, en étant jeunes, des moyens de rebondir s'ils sont aidés. Donc là, je crois qu'il faut vraiment tout mettre en œuvre pour soutenir les enfants et les protéger. Donc ce qu'a fait cet LUDC, vous le désapprouvez a priori, j'imagine. A priori, oui. Mais je ne connais pas le dossier. Ouais. Nous non plus, on l'a appris ce matin. Mais enfin, ça pose de très bonnes questions. Merci d'avoir été notre invité, Lynn Merci Desprats. à vous. Excellente journée à vous.